Nous formons la prochaine génération pour relever les défis stratégiques de demain. Nous sommes dédiés à comprendre pour mieux agir. Bon après-midi tout le monde. Merci beaucoup, Pierre. Je me présente, je m'appelle Bernard Lenoir, je suis directeur de l'équipe de recherche sur la politique internationale des conflits civils et également directeur du Centre d'études sur la paix et la sécurité internationale de l'Université de Montréal, où je suis aussi professeur agrégé dans le département de sciences politiques. Et c'est avec plaisir que je vous accueille à cette table ronde portant sur la crise au Mali et ses dimensions internationales. Je tiens à remercier nos partenaires, le réseau d'analyse stratégique, le CERIUM, le CEPSI et aussi le CIPS, pour leur implication en publiant l'événement et en le rediffusant par la suite. Cette table ronde a été organisée surtout, par contre, dans le cadre de l'équipe de recherche justement sur la politique internationale des conflits civils. C'est une équipe de recherche financée par le FRUSC, merci également, et en regroupant moi-même, Marie-Joëlle Sarah, Sarah-Myriam Martin-Pulé et Bruno Charbonneau, qui sont tous sur le panel aujourd'hui, ainsi que Jennifer Welch et Lee Simon, qui est également dans la pièce. Nous travaillons sur plusieurs grands projets de recherche par rapport aux appuis externes aux groupes armés, à la formation militaire, et des appuis externes à des groupes d'autodéfense civile, sur l'avenir des opérations de paix, sur les dimensions genrées de ces opérations également. Et nous sommes regroupés pour mieux comprendre essentiellement comment les guerres civiles au XXIe siècle s'inscrivent dans des processus internationaux, qui sont fortement influencés donc, par ces dimensions, mais qui également sont capables de remodeler les processus internationaux de leur part. Le Mali est justement une situation dans laquelle ces interactions entre locales et internationales sont d'une importance capitale pour essayer donc de mieux comprendre ce conflit. Nous avons un panel très simple. Pour introduire le sujet, le panel se présente Marie-Joëlle Sarah, notre professeure d'histoire. Marie-Joëlle est professeure titulaire de sciences politiques à l'Université de Montréal. Elle est experte de groupes armés de processus de consolidation de la paix. Des sujets, entre autres, plusieurs sujets sur lesquels elle a coédité ou coécrit 5 livres, publiés plus de 75 chapitres de livres dans le savant. De même que ils vont réfléchir par rapport au Mali. Et je vous recommande très fortement un de ces articles, une processus enquête de paix, si vous voulez extraordinaire au conflit, au démarrage de la résolution, elle a écrit cela pour l'International Peace Institute à New York, où elle est senior non-resident fellow dans le Flying Framework Center for Peace Operations. Également, entre mars 2013 et août 2015, elle était membre de l'équipe de V d'experts seniors en médiation des Nations Unies au département des affaires politiques, où elle fait toujours partie du registre des experts en médiation. Avec ce groupe onusien, Marie-Joëlle a été impliquée dans de nombreux efforts pour la paix en Syrie, en Centrafrique notamment, et plus particulièrement, elle a été impliquée directement dans les négociations à Alger par rapport au conflit malien. Elle sert également sur l'équipe conseil de l'Observatoire indépendant au Mali, l'agence d'archives de maître d'œuvre des accords. Faisant le pont vraiment entre la recherche et la pratique, elle sera toute une présidente pour nous à cet après-midi. On me dit sur le Zoom que le son n'est pas super, donc ce que je vais faire, je vais vous demander de essentiellement juste de passer donc, merci beaucoup, Joëlle, d'être là pour cette séquence et je vous retourne ça. C'est un plaisir. L'avantage après cette très généreuse introduction, c'est que vous n'allez plus entendre parler ni de moi, ni m'entendre parler. Par contre, je voudrais tout simplement mettre la table rapidement, puisque parmi nous, il y a des personnes qui connaissent plus ou moins la situation au Mali. En mettant la table, cela va vous expliquer pourquoi nous avons choisi les panélistes de ce soir. Il y a maintenant 10 ans, le Mali entrait dans une nouvelle phase tumultueuse de son histoire. Rentrée de Libye avec des armes, les rebelles Touaregs rentraient à nouveau en lutte contre le gouvernement, la 4e rébellion depuis l'indépendance du pays en 1960. Les militaires ont blâmé le président Amadou Toumani Touré de n'avoir pas sévi
contre les violences de ces rebelles et ils prennent le pouvoir quelques mois après le début de la rébellion. Ceci ne règle pas les choses, alors que les rebelles de deux grandes formations, en ce temps-là, le Mouvement national pour la libération d'Azawad et Ansar Dine, déclarent l'indépendance du Nord Mali. Ce sont les islamistes parmi ces rebelles-là qui gagnent une ascendance parce qu'il y a toujours des luttes entre rebelles et dont les gains territoriaux s'étendent en direction de la capitale Bamako. En janvier 2013, le Mali demande donc à la France d'intervenir. Les Français sont accueillis en sauveurs et les troupes françaises arrêtent la progression des rebelles et libèrent les grandes villes du nord du Mali, Gao, Tombouctou, Kidal. Un accord de paix préliminaire à une élection présidentielle et à des pourparlers inclusifs est conclu à Ouagadougou, au Burkina voisin, entre le gouvernement malien et les rebelles Touaregs. Cet accord va paver la voie à l'élection d'un président et donc ramener le pays à l'ordre constitutionnel après le coup d'État. Et en 2013, à l'été 2013, c'est le président Ibrahim Boubacar Keïta qui est en fait élu. C'est également au même moment que le Conseil de sécurité des Nations Unies mandate la mission des Nations Unies pour la stabilisation du Mali, la MINUSMA, d'accompagner le redéploiement de l'État malien sur l'ensemble du territoire et d'aider les parties maliennes à résoudre leurs différends de façon durable. Malgré la tenue en décembre d'élections parlementaires qui donnent une majorité écrasante au parti du président, les efforts de mise en œuvre de l'accord de Ouagadougou s'enlisent. Une nouvelle flambée de violence a lieu en mai 2014, suite à quoi l'Algérie offre ses services pour aider le Mali à sortir de ces crises et de nouveaux pourparlers commencent à Alger en septembre 2014. Ce sont ces pourparlers qui résultent en juin 2015 en un accord de paix. Mais l'accord de paix négocié à Alger a connu à son tour de très sérieuses difficultés de mise en œuvre. Alors que des groupes islamistes commencent à sévir, non plus maintenant au nord du pays, mais particulièrement au centre. La contagion de la violence à l'échelle de la région va mener à la création de la force du G5 Sahel, mandatée de mener une lutte terroriste. La force G5 Sahel, comme les troupes françaises, va donc lutter contre les groupes dits terroristes. Et le président Keïta va être réélu en 2018, mais il sera renversé par un coup d'État militaire en août 2020. Coup d'État qui, il faut le signaler, et on aura l'occasion d'en discuter, jouira d'un appui populaire important et donnera lieu à des débats sur la notion de coup d'État démocratique. Le Comité national pour le salut du peuple, le nom que la junte au pouvoir s'est donné, organise des journées de concertation nationale et produit une charte de transition. Mais il y aura un nouveau coup d'État au sein du coup d'État, fin mai, début juin 2021, et un colonel responsable de ce deuxième coup d'État, Assimi Goïta, sera proclamé président de la transition. Les derniers 14 mois ont été riches en développement. Je vais noter quelques-uns des développements de ces 14 mois. D'abord et avant tout, parce que c'est l'événement qui a été peut-être le plus publicisé à l'international, la détérioration de la relation entre le Mali et la France. La France est formellement accusée d'armer les groupes islamistes dans une tentative de partition du pays. Et avec cette détérioration, on voit l'expulsion de l'ambassadeur de France à Bamako et le retrait de l'opération Barkhane, ainsi que l'opération européenne conjointe Takuba, qui était impliquée dans la lutte contre le terrorisme. Deuxième événement marquant, lié également à ces tensions entre le gouvernement malien et les acteurs internationaux impliqués au Mali, le retrait du Mali de la force du G5 Sahel et du G5 Sahel, un retrait qui a posé la question de la potentielle dissolution de cette organisation sous-régionale. La lutte ouverte entre la France et la Russie autour du Mali. La Russie, qui avait été autorisée, pour ceux et celles d'entre vous qui ne le savent pas, par le Conseil de sécurité des Nations Unies de pouvoir l'armée malienne en certaines armes, est désormais très présente au Mali,
notamment par le biais du groupe Wagner, dont on entend beaucoup parler, un groupe dont les organisations de défense des droits de l'homme disent qu'il commet des violations graves du droit humanitaire et qu'il cible particulièrement les civils dans le cadre de ces opérations antiterroristes. Le Mali vient par ailleurs de signer un pacte de défense avec au moins un autre développement à signaler, les tensions entre le Mali et la mission des Nations Unies. D'abord, au cours des sanctions qui ont été proposées par la CEDEAO, donc la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, suite au coup d'État, sanctions auxquelles Bamako a répondu, entre autres, en suspendant les vols de la mission des Nations Unies et donc en clouant la mission au sol, puis en exigeant que chaque vol obtienne une autorisation préalable. Et puis finalement, une affaire autour d'un contingent de soldats ivoiriens qui étaient censés venir en rotation à la MINUSMA et qui ont été arrêtés à leur arrivée à l'aéroport de Bamako, ce qui a mené à une suspension des rotations de la mission. Tout ceci dans un contexte, bien sûr, de détérioration sécuritaire régionale et, faut-il le souligner, d'un coup d'État la semaine passée au Burkina. Donc, comme vous le voyez, nous avons une situation complexe à l'interne sur le plan régional et sur le plan international. Et pour discuter de tout ceci, nous avons ce soir pour vous des observateurs assidus et des experts confirmés de la région, non seulement à l'échelle du Canada, mais à l'échelle internationale. Donc, permettez-moi de vous présenter nos panélistes, et je vais le faire dans l'ordre alphabétique, avec toutes mes excuses pour Sarah Myriam. Je vais commencer par Adib Benchri, assis à ma droite, qui est professeur adjoint à l'école de politique appliquée de l'Université de Sherbrooke et chercheur associé au Sahel Research Group du Centre d'études africaines de l'Université de Floride. Adib est également associé, entre autres, au Centre Francopé de la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM, centre dirigé par Bruno Charbonneau et co-dirigé par Sarah Myriam. Il a obtenu son doctorat à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa et a travaillé particulièrement sur les enjeux de sécurité, les questions identitaires et la violence politique en Afrique du Nord et au Sahel. Ses recherches portent notamment sur les communautés nomades, spécifiquement les Touaregs. À sa droite, Bruno Charbonneau, titulaire d'un doctorat de l'Université Queen's, mais lui-même professeur titulaire en études internationales et directeur du Centre sur la gouvernance sécuritaire et de crise, le Critique. Donc, on présume que c'est un centre avec aussi une approche critique, au Collège militaire royal de Saint-Jean. Bruno est fondateur et directeur du Centre Francopé que j'ai déjà mentionné. Et depuis 2015, il est membre de l'équipe éditoriale de la revue International Peacekeeping, la revue la plus prestigieuse sur les opérations de paix. Ses travaux portent sur les interventions internationales dans les conflits armés. En particulier, il s'intéresse aux dynamiques régionales et internationales en matière de gestion et de résolution des conflits en Afrique de l'Ouest francophone. Il travaille sur les conséquences de la division du travail entre forces internationales d'une part et forces onusiennes d'autre part, les premières impliquées dans la lutte contre terroristes, les autres dans le maintien de la paix au Sahel. Et il développe également depuis peu un projet de recherche sur les liens entre conflits armés, contre-insurrection et changement climatique. Se joignant à nous par Zoom, et on est très heureux qu'il ait pu le faire, Ousmane Diallo, qui est chercheur sur les droits humains sur le Sahel, couvrant la région du Mali, du Niger, du Burkina et sur le Sénégal pour Amnesty International. Ousmane est basé au bureau régional pour l'Afrique de l'Ouest d'Amnesty, donc au Sénégal, à Dakar, et il est titulaire d'une thèse de doctorat en études internationales qui portait sur l'impact du conflit malien sur l'architecture africaine de paix et de sécurité dans le Sahel, doctorat obtenu à la Balsillie School à l'Université de Waterloo. Je ne peux pas tout voir, Ousmane, donc je ne vois pas les… Oui, merci beaucoup, Marie-Joëlle. Je suis bien là, je suis bien présent. Et bonjour à tout le monde, à Adib, à Bruno et à tous les panélistes. On est très heureux que tu sois avec nous.
Je vais ajouter aussi, juste pour le plaisir, parce que les universités sont toujours fières des leurs qui ont réussi. Ousmane a eu son bac en études internationales à l'Université de Montréal avant d'aller plus loin, faire de grandes choses. Alors, laissez-moi passer à Dirk Druitt. Dirk est professeur associé à la Maxwell School for Public Policy à McGill et fellow non résident au centre Brian Urquhart pour les opérations de paix à l'International Peace Institute à New York. Dirk est également un ancien fonctionnaire du département des opérations de paix et du département des affaires politiques et de la consolidation de la paix à l'ONU. Il a notamment dirigé entre 2015 et 2018 les efforts du département des opérations de paix visant à bâtir et réformer le renseignement, l'intelligence, les capacités de surveillance et de reconnaissance et les pratiques et politiques liées à ces questions au sein de la MINUSMA. Dirk a servi dans plusieurs opérations de paix et organisations humanitaires en Afghanistan, en République démocratique du Congo, au Rwanda et au Kenya. Il est titulaire d'un BA en sciences politiques et en histoire de l'Université Carleton et d'une maîtrise en sciences politiques de l'Université de Toronto. Et puis, en bon français, last but not least, Sarah Myriam Martin-Brûlé, qui est professeure agrégée de sciences politiques à l'Université Bishops et directrice adjointe du Centre Franco-Paix. Elle est également fellow non. Professeur titulaire, madame. Déjà titulaire? Félicitations. Félicitations. Il va falloir mettre ta bio sur le site du RSC à jour. Fellow non résidente au International Peace Institute à New York et membre associé du CEPSI et du CERIUM. Les intérêts de recherche de Sarah portent sur les opérations de paix et les enjeux de sécurité dans les États fragiles. Son plus récent projet de recherche portait sur l'intelligence dans le maintien de la paix et elle a été d'ailleurs co-auteure du premier manuel des Nations Unies pour les missions de terrain, ayant mené pour ce faire des missions en République centrafricaine, au Mali, en République démocratique du Congo, en Côte d'Ivoire et au Sud-Soudan. Donc, comme vous le voyez, vous avez un panel de chercheurs, mais également de praticiens aguerris qui font le lien entre l'analyse et la pratique. Et la discussion prendra donc la forme d'une conversation avec nos panélistes, suite à quoi nous aurons du temps pour une interaction avec la salle et les personnes sur Zoom. Donc, la conversation sera en 3 parties, en partant du local et en élargissant vers l'international. Nous allons donc commencer avec le coup d'État et le processus de paix au Mali. Les 2 coups d'État de 2020-2021 ont mis au premier plan des débats par rapport à la notion de coup d'État démocratique, par rapport à l'avenir du processus de paix et par rapport aux relations entre les acteurs armés et le gouvernement malien. Il y a eu une année pendant laquelle il n'y a pas eu de pourparlers, mais maintenant, certains groupes armés semblent être de retour à la table des discussions. Et donc, j'aimerais interpeller en premier chef Ousmane et Adib pour leur demander quelle perspective, selon eux, y a-t-il pour le processus au Mali, particulièrement le il y a quelqu'un qui a gardé son micro ouvert et on a simplement besoin d'envoyer un message à toute la salle pour leur demander. D'accord, parfait. C'est ça. Donc, première question pour vous deux. Quelle perspective pour le processus de paix depuis les coups d'État? Et puis, également, depuis ces coups d'État-là, comment les développements ont-ils affecté le positionnement tant opérationnel que politique des groupes armés au Mali? Ousmane, je ne sais pas. Merci beaucoup. Oui, je peux commencer, si Bien vous voulez vous voir. Merci beaucoup Marie-Joëlle et tout le CEPSI, le CIPS, le Centre Franco-Paix et le RAF pour ce séminaire sur la crise au Sahel. Effectivement,
je pense que les coups d'État du 18 août 2020 et du 24 mai 2021 ont eu des impacts sur le processus de paix au Mali. Et je pense qu'il est important de distinguer les deux coups d'État parce que durant le premier coup d'État, il y avait quand même la continuation des réunions mensuelles du comité de suivi de l'accord, même s'il y a des retards importants dans l'exécution des différents dispositifs de l'accord de paix depuis 2015, mais il y avait quand même une forme de régularité. On a vu, par exemple, la formation de gouvernement et l'entrée de membres des groupes armés au sein du gouvernement malien. Donc, il y avait vraiment une certaine volonté d'aller vers l'avant dans le cadre du processus de paix, avec une implication de la médiation algérienne et aussi de la MINUSMA. Mais je pense que depuis le 24 mai 2021, on assiste vraiment à un changement stratégique au Mali. Ce changement stratégique qui affecte les partenariats internationaux remet aussi d'une certaine façon les acquis des 10 dernières années portant sur la résolution de la crise, sur les partenariats stratégiques, mais aussi sur l'accord de paix, même si ce n'est pas dit officiellement. Donc, on a pu noter, par exemple, une grande léthargie qui a été dénoncée par le Centre Carter, qui fait le suivi de l'exécution des dispositifs de l'accord de paix. Donc, il n'y a pas eu de réunion mensuelle. Et pendant une année, je pense que ça a repris juste au cours du dernier mois. Et on peut voir que même à partir de février 2022, il y a eu une posture de plus en plus martiale des différents acteurs politiques. Donc, d'une part, le gouvernement malien, mais aussi les acteurs de la plateforme du 14 juin 2014 qui regroupait les groupes armés qui étaient qualifiés de pro-gouvernement, mais surtout de la coalition des mouvements de l'Azawad. Donc, on peut voir que certains de ces groupes-là, certaines de ces coalitions sont impatientes par rapport ou essaient de deviner, d'avoir une confirmation des intentions de l'autorité malienne, des autorités militaires qui ont pris le pouvoir depuis le 24 mai 2021 sur la suite à donner à l'accord de paix. Et je pense qu'il est important de rappeler aussi que l'accord de paix qui dispose qui implique des changements constitutionnels, donc une décentralisation assez poussée, mais aussi des changements au niveau des lois, de la forme de gouvernance, n'a pas été accueilli de la même manière dans tous les coins et recoins du nord du Mali. Donc, on a pu voir au cours des 10 dernières années des critiques assez fortes de la prime au port des armes que l'accord de paix donnait aux groupes armés qui étaient présents au Mali, notamment qui sont essentiellement des groupes Touareg et Arabes, donc des régions de Kidal, Taodéni, Tombouctou et de Ménaka. Les communautés Songhai, par exemple, de la région de Gao, se sont senties parfois lésées par rapport aux autres communautés dans les dispositifs de l'accord de paix et dans l'influence grandissante des groupes armés sur la gouvernance territoriale. Et on peut noter depuis une année, il y a de plus en plus des initiatives qui sont prises par des groupes armés comme la coalition des mouvements de l'Azawad, notamment les opérations de sécurisation des territoires parce que, dans les régions de Tombouctou, parce qu'il y a une certaine... il y a un délaissement de ces régions-là par l'État malien, c'est-à-dire que l'État malien, depuis 2012-2013, n'est pas effectivement présent dans tous les territoires, donc en particulier dans les régions du Nord. Donc, il y a une absence et ce vide est occupé par les groupes armés. Et l'impact de ce coup d'État-là sur l'accord de paix, on peut le voir aussi notamment à travers les controverses qu'il y a sur un nouveau mécanisme de coordination qui a été établi via l'aide d'une ONG italienne, Arapacis, qui est le comité stratégique permanent, et qui devait coordonner et faciliter les discussions entre le gouvernement malien, mais aussi de l'autre côté, la plateforme et la CMA. Et on peut voir que lors des réunions qui ont eu lieu au cours du début d'année, que ce soit à Gao ou bien à Rome, il n'y a pas eu, les accords ont été très difficiles, notamment entre le gouvernement malien et les groupes armés, notamment du fait que le gouvernement malien voulait avoir la main mise via le ministère de la Réconciliation nationale sur ces efforts-là. Et les groupes armés ne le voyaient pas forcément de cette manière. Et cela a contribué à agrandir le fossé entre ces partis-là.
Et on peut voir que, bon, depuis un mois, il y a des efforts pour remettre à niveau le comité de suivi de l'accord de paix, mais les tensions et les discours sont de plus en plus martiaux venant des deux côtés. Et on peut voir que je pense que la possibilité de confrontation n'est pas négligée, surtout que la semaine dernière, il y a eu des accrochages apparemment qui n'ont pas causé de mort, mais qui ont causé des dégâts matériels pour les groupes armés et qui les avaient opposés aux forces armées maliennes, donc dans la région de Gao, en particulier près de la mine de Indin Tahaka. Donc voilà pour l'introduction sur l'impact des coups d'État sur la mise en œuvre de l'accord de paix au Mali. Adi, parce que tu peux peut-être Renchérir, compléter. oui, je suis assez aligné avec les propos pour les éventuelles ruptures. Après, il faut toujours s'inscrire dans les longues tendances, aussi dans les tendances, dans les relations avec les communautés nomades, les communautés touareg, puisqu'il y a eu plusieurs accords de paix, particulièrement dans les années 90. Et à chaque fois, on voyait d'abord une relation de défiance entre les communautés touareg et l'autorité centrale. Et plus on a des rébellions armées, plus on a moins de confiance, plus il y a moins de confiance entre les différents acteurs. Donc ça, c'est aussi un enjeu qui va cristalliser davantage de tensions après la crise malienne de 2012. C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes acteurs et on recommence le conflit. Donc nécessairement, la confiance est plus difficile à établir à chaque accord de paix. Ensuite, il y a aussi l'idée qu'il y a les jeux communautaires qui existaient déjà dans les années 90, notamment par exemple entre les communautés nomades et les Soraï qui ont été mentionnés. Et puis on retrouve encore une fois ces conflits un peu fratricides au nord du Mali. Donc c'est important de voir qu'il y a aussi des tendances historiques qui se manifestent par-delà le coup d'État. Après, il y a effectivement ce nouveau cadre stratégique permanent qui est une sorte de nouvelle structure pour permettre un dialogue entre l'État et les groupes armés, et qui en fait devient une structure où se joue encore une relation de négociation et de méfiance des différents acteurs, que ce soit les paramilitaires, les ex-groupes rebelles ou l'autorité centrale. Et c'est ce qui se manifestait dès l'accord de paix de 2015 d'Alger, où on voyait que la négociation continuait. Il y avait un accord de paix, mais on continuait à négocier sur les termes. Pour enfin compléter, il y a toujours cette tension à Bamako, une espèce de ligne que l'on pourrait qualifier de souverainiste anti-accord de paix et contre une forme d'autonomisation des communautés du nord du Mali nomades, qui ne sont pas démographiquement les plus importantes au nord du Mali, c'est important de le dire. Donc il y a cette ligne un peu de résistance face à la mise en œuvre de l'accord. Et à côté de cela, des personnes qui sont plus ouvertes à la négociation. Et ça passe son temps à, disons, à tenir sur un jeu d'équilibre où on avance et on recule en même temps. J'ai échangé avec des groupes armés au cours de l'été aussi, et puis il y avait toujours cette idée de le processus DDR n'avance pas, ils ne veulent pas intégrer nos combattants, ils veulent prioriser d'autres communautés sur nos combattants nomades, etc., etc. Donc il y a toujours ce récit de défiance et il n'a fait que s'accentuer au cours des années. Donc voilà. Donc il y a des éléments de rupture, comme énoncé par Ousmane, mais il y a aussi des éléments de continuité par rapport à la défiance des différents acteurs. Alors, peut-être, et nous aurons l'occasion de revenir, donc je voudrais aussi inviter Bruno, Dirk, Sarah, Myriam, s'il y a des choses que vous voulez ajouter, n'hésitez pas, même si ce ne sont pas les parties sur lesquelles on s'est accordé. Donc, signalez-moi si vous avez quelque chose à dire et ça sera super bien. Peut-être passer aux dimensions régionales et internationales. Et là, Bruno, tu es peut-être le premier que je vais interpeller là-dessus. Mais je sais également que tant Ousmane que peut-être même Adi auraient des choses à dire sur les réverbérations transfrontalières de ce qui se passe au Mali et les réverbérations sur le Mali de ce qui se passe de l'autre côté de la frontière. Les pays voisins ont souvent accusé le Mali dans les dernières années d'être à l'origine des détériorations de la sécurité chez eux. Mais si nous revenons en arrière du moins à 2013, lorsque le gouvernement burkinabé de l'époque accueillait les groupes armés maliens sur son territoire, on voit encore une fois, pour reprendre les termes qu'Adib a utilisés il y a peu, des tendances de continuité, à savoir le fait que cette interaction entre ce qui se passe au Mali et dans son espace régional proche
est loin d'être une chose nouvelle. Mais il y a lieu de se demander s'il s'agit d'une relation unidirectionnelle, quelle est la nature de cette relation-là et quel impact elle a sur ce qu'on appelle désormais le complexe d'insécurité régionale qui englobe la région du Sahel. Donc, quelques questions à cet égard-là et des questions aussi sur les acteurs impliqués dans la gestion de cette insécurité. Comment appréhender l'interaction entre ce qui se passe au Mali et au Sahel plus largement? Comment expliquer la crise des relations entre le Mali et les deux acteurs impliqués dans la gestion régionale, à savoir le G5 Sahel et la France? Et compte tenu de l'implication du groupe Wagner et du nouveau pacte de défense avec la Russie, quel futur pour les relations entre le Mali et ses partenaires tant sahéliens qu'internationaux, notamment français, mais plus largement également occidentaux? Donc, Bruno, je ne sais pas si tu voudrais te lancer, et puis après, je demanderai à d'autres également d'intervenir. Joël, là, on s'est proposé des éléments de réponse à beaucoup de questions et beaucoup d'enjeux très importants en faisant un petit retour en arrière, peut-être présentant une perspective un peu plus historique et large de ce qui est le Mali, les dynamiques régionales. Le Sahel, comme on dit beaucoup aujourd'hui, on équivaut presque conflit au Mali, au Sahel de nos jours, ou en tout cas dans certains discours. Et on voit évidemment, comme tu as nommé au début, ce qui se passe au Burkina Faso aujourd'hui. Et donc, il y a des dynamiques régionales, internationales, etc. Mon point de départ, disons, pour faire ce tour historique-là, c'est le constat, selon moi, de l'échec absolument total d'une intervention internationale avec des acteurs régionaux, dont la construction d'une nouvelle entité qu'est le G5 Sahel. Comment comprendre cet échec-là? Dans quel contexte aussi l'opération française et tout ce qui a été construit et qui se construit encore aujourd'hui, ça j'y reviendrai en conclusion, autour et à partir, en fait, de l'intervention française de janvier 2013 qui s'appelle Serval et qui est transformée en Barkhane en 2014, j'y reviens sur ça. Donc, très rapidement, le contexte du conflit en 2012. On est déjà au lendemain, ou à peu près, ou certainement aujourd'hui, on peut dire, de l'échec de 4 guerres du point de vue occidental. 4 guerres qui ont été perdues, l'Irak, l'Afghanistan. On sort de la Libye. La Libye est directement connectée, du moins dans les premiers temps, avec ce qui se passe au Mali et au Sahel. Et l'État islamique, la montée de l'État islamique à partir de 2014, qui on en parle plus ou moins en Amérique du Nord, mais qui est aussi, selon moi, un échec. Et j'ajouterais la 5e intervention ou guerre, si vous voulez, qui est le Sahel maintenant que la France a été éjectée formellement du Mali par justement le gouvernement malien. Donc, c'est ce contexte-là. C'est un contexte, donc, de guerre au terrorisme. Hein? On le dit moins, mais je pense que l'héritage de la guerre au terrorisme, de 20 ans de guerre au terrorisme demeure. Je pense qu'il faut se rappeler que Serval et Barkhane, donc les forces françaises sont déployées dans ce contexte-là. La justification est d'une guerre au terrorisme. Après, ça se mélange avec toutes sortes de choses, comme il a été dit plus tôt, mais initialement, tout est justifié autour de ça et la contribution de la France à la guerre au terrorisme, c'est la guerre au Mali et ensuite deviendra le Sahel. Donc, ça, pour moi, il y a un héritage là, qui demeure et qui explique beaucoup des ratés et de l'échec, si je peux m'exprimer ça, en termes de perception, d'analyse des conflits, par exemple, en termes de pratiques très concrètes. Par exemple, sur le terrain, les Français devaient faire la guerre au terrorisme pour créer l'espace possible politique à la MINUSMA de travailler. Donc, sur papier, ça regarde bien, on divise les tâches. Moi, je me bats contre les terroristes. Toi, tu t'occupes du processus de paix, tout ça. Mais en pratique, évidemment, comme je pense, on peut déjà noter de ce que Ousmane et Adib disaient, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Les lignes et les distinctions à faire entre les acteurs ne peuvent pas être faites comme ça. Il y a des discussions, il y a des changements d'alliance, puis il y a la dimension aussi régionale là, qui s'infiltre dans tout ça. Donc, et nous, à Franco-Paix, on était plusieurs dès les débuts à dire que ça va venir nulle part. Puis, entre autres, on s'aidait pour voir qu'est-ce qui avait été fait, où on s'inspirait, disons, de ce qui avait été manqué déjà ailleurs, comme je disais, dans le contexte de l'Afghanistan, de l'Irak et tout ça.
Donc, ça, c'est le contexte général. De l'autre côté, il y a le contexte un peu plus franco-africain, effectivement, où les relations, effectivement, entre les Français et les anciennes colonies africaines francophones ont toujours été un peu tendues, de l'amour et de la haine en même temps. Le Mali, en fait, c'est en quelque sorte le lendemain aussi de l'intervention française en Côte d'Ivoire, où Sarkozy, à l'époque, s'était fait marteler de ne pas intervenir parce que, bon, il y avait eu une élection, qu'il avait été rejeté par Gbagbo à l'époque, le président sortant, mais qui avait résisté. L'ONU n'était pas capable, c'était mêler les pieds dans tout ça. Je vais très vite, là, vous me pardonnez. Et puis, suite à une demande express de l'ONU, la France est intervenue pour finalement mettre au pouvoir le gagnant des élections, Ouattara. Sarkozy ne savait pas trop ce qu'il faisait, disait on n'y retournerait pas, mais ils sont partis en Libye et on revient au Mali en 2013 sous le président socialiste Hollande, dans un pays où, contrairement à la Côte d'Ivoire, qui est un pilier de cette relation France-Afrique-là, où on est très amis et où il y avait quand même eu des tensions, Gbagbo accusait la France de néocolonialisme et tout ça, le Mali a toujours été entre les deux, a toujours été dans les années 70-80, on aime, on n'aime pas. On a gardé la porte ouverte à la francophonie, on a gardé la porte ouverte à la monnaie commune qui est le franc CFA, mais on l'a fermé par moment pour aller voir l'URSS à l'époque. Donc déjà, pour revenir à ce que tu disais, Adib, il y a des tendances historiques derrière ça qui sont très fortes, qui, je pense, il ne faudrait pas nécessairement oublier. Peut-être pour conclure très rapidement, sur Barkhane, je pense, parce que là, c'est peut-être là que ça va ouvrir la porte aussi aux enjeux régionaux. C'est quoi Barkhane? Moi, je pense que ça n'a pas été encore assez étudié, honnêtement. La transformation de Serval en Barkhane. Serval, c'est une mission militaire avec un objectif très limité de faire, en fait, reculer justement les groupes armés dits extrémistes. À l'époque, comment on les appelle en 2013, extrémistes ou djihadistes ou bons terroristes. Islamistes, djihadistes, ouais. Ouais, ça se mélangeait beaucoup, ça dépendait de qui on parlait. Et ensuite, de laisser la place à l'aménagement. En gros, c'était ça. C'était de donner ensuite le bâton à l'ONU. Ça n'a pas fonctionné parce qu'on savait qu'il reviendrait. Bon, il n'y avait pas de stabilité. L'aménagement a pris beaucoup de temps à monter en puissance aussi. Mais donc, à l'été 2014, alors qu'on voit déjà les problèmes arriver, la France se transforme en Barkhane, qui est une opération dite régionale, qui est régionale sur les 5 pays du G5 Sahel. Et le même été, on crée le G5 Sahel. Même cette histoire-là de la relation de la création des deux, pour moi, n'est pas claire encore. Est-ce que le G5 est la suite de Barkhane ou vice-versa? Qui a créé le G5? Est-ce que c'est la France qui a créé le G5 ou les Africains ou les Africains eux-mêmes? Il y a beaucoup de débats là-dessus. Je ne pense pas que le mot final ait été écrit. Mais pourquoi je dis que Barkhane est radical? Parce que justement, et là, vous me contredirez si j'ai tort, Jennifer est là, mais c'est la première opération que je connaisse qui a autorité et l'autorisation d'être déployé sur plusieurs pays et de traverser des frontières. Il y a certaines limites et des règles à respecter, mais tout ça se joue des fois au quotidien. Et même que Barkhane va même intervenir au Tchad, alors qu'il y a des rebelles au nord, alors ça n'a rien à voir avec le conflit au Mali, par exemple, avant que le débit se fasse renverser, va venir sauver va même intervenir dans le sud de la Libye, même, à certains endroits. Donc, il y a une dimension régionale ici qui ouvre la porte à la restructuration de la gouvernance, ce que j'appelle la gouvernance sécuritaire ouest-africaine. Donc, la Barkhane aujourd'hui a été mise dehors du Mali, mais elle demeure présente. On va voir, c'est en transformation, mais il y avait déjà les bases depuis quelques années qui se faisaient, où on a construit, par exemple, beaucoup de bases au Niger avec les Européens, justement, et les Américains. Mais on a créé aussi une école de contre-terrorisme avec les Ivoiriens pour l'Afrique de l'Ouest en Côte d'Ivoire, sous l'égide française. Et on est en train de construire enfin un centre de renseignement à Dakar. En fait, je pense que ça a été mis sur pause pour des raisons politiques. Mais le centre de renseignement qui, lui, devait informer et travailler avec les divers gouvernements, les 17 gouvernements de la région. Donc, Barkhane, dans ce sens-là, n'est pas disparue, elle est transformée et revient toujours à cet héritage dont je parle de la guerre au terrorisme, mais renvoie aux questions des limites des interventions internationales, mais aussi, je vais conclure là-dessus justement, de ceux qui travaillent avec les Français. Parce que je pense que c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le panneau, que la France impose sa volonté avec les Européens et tout ça. Les gouvernements ouest-africains collaborent, certains oui, certains non. Le Niger a mis tous ses cartes, je pense,
pour le moment dans sa collaboration avec les Françaises américaines et européennes dans la lutte au terrorisme. Et avec ce qu'on voit au Burkina, c'est risqué comme jeu, mais bon, on verra, je ne sais pas ce que c'est. Donc, c'est à l'intérieur, je pense, en tout cas, moi, le seul point que je dois dire, c'est que tout ça, il faut garder ça en tête lorsqu'on parle justement des réactions de la junte. Je pense que la junte à Bamako, il réagit par rapport à ça. Et là, il faudrait certainement les juger par rapport aussi à ce contexte-là, parce que leur réaction, qui est quand même une de coup d'État, basée sur un populiste qui, je ne suis pas sûr, sort de Bamako. Je ne suis pas sûr qu'ils ont autant d'appui en dehors de Bamako. C'est durable, en fait, comme approche pour s'opposer à ce qui est vu par certains, peut-être à tort ou à raison, c'est une discussion de ce que d'autres font au Mali ou dans le Mali. Alors, peut-être que je demanderai à Ousmane d'intervenir également. Et Aziz, tu complèteras? Merci beaucoup, Marie-Joëlle et Bruno. Je vais abonder dans le même sens que Bruno, mais regardez ça dans une perspective beaucoup plus récente. Je pense que oui, le Mali a été le point d'entrée de toute la stratégie régionale sur le Sahel. Donc, avec le déploiement de l'opération Barkhane, il y a eu des stratégies de développement qui combinaient affaires humanitaires et sécurité, que ce soit de l'Union européenne, des Nations unies, et le Mali était la porte d'entrée de toutes ces stratégies-là. Donc, la crise malienne a un impact très important sur la perspective des acteurs internationaux sur les problèmes du Sahel. Maintenant, je pense que Bruno a parfaitement raison de dire qu'il y avait un manque de clarté par rapport aux objectifs de l'opération Barkhane. Et cela se ressent dans les critiques qui sont émises depuis plusieurs années sur l'opération Barkhane. C'est-à-dire, Barkhane s'inscrit dans un contexte de guerre contre le terrorisme, mais de manière opérationnelle, qu'est-ce qui ressemble à un succès pour Barkhane? Au Mali, ou bien au Burkina Faso, ou bien au Niger. On a vu que la crise malienne, elle avait commencé dans le nord du pays, puis progressivement dans le centre, jusqu'à affecter le nord du Burkina Faso et l'est. À l'heure actuelle, 60% du territoire burkinabé est contrôlé par les groupes armés. Donc, c'est la même chose au Niger, en particulier dans la région de Tillabéri. Et au cours des 2 dernières années, on peut voir l'influence de ces groupes-là, qui ont toujours des relations avec le Mali, notamment dans le nord du Bénin, mais aussi dans le nord du Togo et dans le nord du Ghana. Et c'est dans ce contexte-là que le G5 Sahel a été créé en 2014, d'une certaine manière comme un moyen de prévenir l'effondrement de l'État qui avait eu lieu au Mali en 2012 et en 2013. Et le G5 Sahel a beaucoup pâti d'une certaine manière de cette perspective-là, parce qu'elle était vue comme un projet français qui venait phagocyter ou bien parasiter les initiatives de la CEDEAO, et cela a entraîné des tensions entre ces organisations-là, G5 Sahel et la CEDEAO d'une part, mais le G5 Sahel et aussi Union africaine. Et maintenant, avec le retrait du Mali du G5 Sahel, donc à partir de juin 2022, et le départ de l'opération Barkhane, on se pose beaucoup de questions sur la pérennité de cette organisation-là. Donc, ça montre déjà les tensions qu'il y avait dans la réponse régionale par rapport à la crise malienne. Et les autorités maliennes de la transition ont critiqué régulièrement l'échec de l'intervention internationale au Mali, que ce soit par l'opération Barkhane, mais aussi que ce soit par la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, et aussi que ce soit par l'Union européenne. Et d'autre part, je pense que si on regarde les perspectives d'une manière récente, les critiques sur Barkhane sont revenues bien au-delà du Mali. Au Niger, au Burkina Faso, on voit régulièrement des manifestations qui appellent au départ de l'armée française de tout le Sahel, qui demandent le départ de l'opération Barkhane, et ça bien avant le départ effectif de l'opération Barkhane du territoire malien en août 2022. Donc, à cela s'ajoutent aussi des tensions régulières qu'on peut voir, notamment dans la logistique de l'opération Barkhane. L'année dernière, vers cette période, il y avait par exemple un convoi logistique de Barkhane qui quittait Abidjan
pour rejoindre Gao, mais qui transitait par le Niger, par le Burkina Faso et le Niger, et qui avait été bloqué par des manifestants à Bobo Dioulasso, mais aussi à Kaya pendant plusieurs jours, et aussi à Terra au Niger, où des tirs par balles ont été faits, causant la mort de 3 manifestants. Donc, il y avait des controverses entre les autorités nigériennes et les autorités françaises sur qui était responsable des tirs par balles. L'enquête qui a été menée au cours de la dernière année a dit qu'il y avait un défaut de sécurisation du convoi par la partie nigérienne et que les 2 parties allaient compenser, faire des réparations financières aux familles des victimes. Mais je pense que l'impact de la crise malienne dans la région, ça va aussi dans le sens d'une remise en question de la classe politique et des acquis de la démocratisation qu'ont vécu beaucoup de pays comme le Burkina Faso, le Niger et la Côte d'Ivoire au cours de la décennie 1990. Il y a un désaveu de la classe politique issue de cette démocratisation-là au Mali, mais aussi les discours critiquant la classe politique et la démocratie électoraliste se font entendre de plus en plus au Burkina Faso et au Niger. On a vu les événements au Burkina Faso samedi dernier où il a été très facile pour les autorités militaires d'appeler les populations à sortir et à prévenir une contre-offensive présumée du lieutenant-colonel Damiba, tout en saupoudrant cela de discours très anti-français, donc en disant que le lieutenant-colonel se trouvait dans la base de l'armée française et à l'ambassade. Donc, je pense que ça, c'est une des conséquences régionales de la crise malienne, c'est-à-dire que le discours, il y a déjà l'extension de la crise, il y a cette critique de plus en plus forte de la démocratie électoraliste et des classes politiques issues de ces démocratisations, mais aussi une remise en question de la crédibilité d'organisations régionales comme la CEDEAO, qui a été fortement critiquée ces dernières années, notamment à l'occasion des révisions constitutionnelles qui ont eu lieu dans plusieurs pays comme la Côte d'Ivoire, qui permettaient au président de la République d'effectuer un 3e mandat. Et au sein de la société civile, en discutant avec ces acteurs-là dans plusieurs pays, ce qui revient souvent, c'est que les chefs d'État qui commettent ce qu'ils appellent les coups d'État constitutionnels n'ont pas forcément plus de légitimité à interférer dans des pays comme le Mali ou le Burkina Faso, où l'armée a pris ses responsabilités, tout en sachant que ces organisations-là sont accusées d'avoir fait très peu pour régler les crises qui affectent le Mali, le Burkina et le Niger. Donc, je pense que je vais conclure sur ces propos. Pour aller à cette suite, et j'ouvre les guillemets parce que je vais vous réveiller avec cette phrase, la France aide les groupes terroristes, la France soutient les groupes terroristes, je ferme les guillemets. C'est le Premier ministre par intérim à l'Assemblée générale des Nations Unies, Premier ministre malien, qui s'énonce de la sorte devant la tribune. Donc, donc c'est la proportion de ce type de récit, quand vous dites 10 ans de contre-terrorisme, pour arriver à voir un Premier ministre malien vous dire cette phrase à la tribune, c'est quand même, on n'a pas réussi notre contre-terrorisme. Mais plus encore, c'est que le cadrage a été aussi récupéré par les acteurs locaux, au sens où, par exemple, les groupes rebelles étaient qualifiés de narco-djihadistes, même par des journalistes chevronnés après l'accord de paix. Donc, cela vous dit aussi la récupération de tout ce vocabulaire de terrorisme, contre-terrorisme, qui aussi aggrave la réalité sur le terrain, parce que cela radicalise les vues, les discours, et donc l'agir des acteurs. Et c'est ce qui a amené, par exemple, en 2017, Moussa Chratman, pour ne pas le nommer, faire du contre-terrorisme dans la région du centre du Mali, à la frontière du Liptako-Gourmaï, dans la région de Ménaka. Et à l'époque, il avait un langage où il cadrait les communautés Peul comme des terroristes. Il a mis beaucoup d'eau dans son vin et c'est beaucoup plus nuancé et complexe maintenant. Mais c'est aussi parce qu'à l'époque, on n'avait pas une compréhension relationnelle, historique, contextuelle fine de ce qui se passait, et les acteurs internationaux aussi étaient un peu tombés dans ce récit un peu facile des jeux intercommunautaires beaucoup plus complexes qui se jouaient. Donc,
faire très attention à ce type de vocabulaire, au-delà de simplement l'intervention, mais même dans nos analyses, essayer de nous tenir un peu à distance par rapport à ce vocabulaire qui est aussi instrumentalisé par beaucoup d'acteurs sur le terrain et qui peut aussi mettre des œillères terribles sur l'opération Barkhane, dont on a un excellent exemple ici. Juste une chose, je suis tout à fait d'accord. Je pense qu'on avait des analyses fines, on n'avait peut-être pas autant, mais on savait, il y avait des gens qui connaissaient bien le Mali depuis des années. On le disait, il y en a qui l'ont dit partout. Mais en tout cas, moi, j'ai vu l'évolution dans la MINUSMA aussi. Où au début, il y avait un discours très contre-terroriste dans les premières années. Ça s'appelait du terrorisme même à l'ONU. Et tout d'un coup, on a évolué pour dire, oh, ben, peut-être qu'on devrait penser à ce que tu viens de dire, par exemple, et aux effets. Et là, on s'est distancé un peu de ce discours-là. Je pense que c'était là, mais il y avait des œillères et il y avait une vision qu'on faisait du contre-terrorisme et de la guerre au terrorisme qui aveuglait, je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais qui aveuglait énormément de gens avec les conséquences telles que tu les vois. Et tu m'offres en fait la possibilité de passer à la question de la MINUSMA et des opérations de paix, et je vais interpeller particulièrement Sarah Myriam Edberg à ce sujet, parce que dès son établissement, la mission des Nations Unies a connu des défis opérationnels, relationnels et politiques. C'est une mission qui a été critiquée de n'avoir pas rempli son mandat de protection envers les civils. Elle a également dû composer avec des gouvernements maliens extrêmement pointilleux sur la question de souveraineté, et elle a une très mauvaise presse dans la société malienne, particulièrement à Bamako, mais également, même si c'est une presse différente, mais elle reste mauvaise, par exemple, parmi les populations du Nord Mali. En partant de ce constat, j'aimerais vous inviter à réfléchir à l'avenir de la MINUSMA et plus largement à l'avenir des opérations de paix. Que veulent dire tous ces développements pour la MINUSMA? Pour sa légitimité, pour son efficacité, pour sa capacité de remplir le mandat qu'on lui a donné. Et là, peut-être que vous aimeriez aussi parler de l'évolution de ce mandat, parce que ça fait énormément écho à ce que Bruno disait sur les lignes troubles entre les différents acteurs. Quel avenir donc pour la MINUSMA au Mali, à votre avis? Et au-delà de ça, que signifient ces changements pour les opérations de paix plus globalement, qui sont déjà en mauvaise posture, qui sont un peu attaquées partout, particulièrement dans des contextes similaires? On peut penser à la Centrafrique, on peut penser à la République démocratique du Congo. Donc, j'aimerais énormément vous entendre là-dessus, avant de poser une dernière question à tout le panel et d'ouvrir la discussion à notre public. Je sais pas comment ça va être qui. Celui d'entre vous qui veut. OK. Oui, pourquoi pas. Est-ce qu'on peut passer le micro par Oui, c'est vrai, cette histoire. Cool. Merci, Marie-Jo, et merci énormément à Théo et à Sepsi et à la Céline pour la chance d'être ici. Moi, je voulais focaliser en particulier sur les implications de la présence de la Russie croissante et en particulier de la groupe Wagner à Mali et l'implication pour le mandat de MINUSMA en Mali, mais aussi pour les missions de maintien à la paix plus généralement. Donc, juste pour rappeler, dès que le pacte d'Alger, le MINUSMA avait plus ou moins 4 problèmes principaux. Un était la question de comment encourager le gouvernement de prendre des actions sérieuses, des réformes sérieuses pour décentraliser le pouvoir et accès aux ressources pour tout le pays, en particulier pour le Nord. À le même temps que le gouvernement malien demandait jour après jour à la MINUSMA de prendre une approche beaucoup plus sécurisée, disons peut-être même vers le contre-terrorisme pour abattre les groupes au Nord et non négocier avec. Ça, c'est le problème numéro 1. Numéro 2, au Nord, comment encourager les troupes armées pour aussi participer sérieusement dans leur part de la pacte, à la même temps que le MINUSMA est mandaté de soutenir le gouvernement malien pour rétablir l'État sur tout le pays.
Ça veut dire soutenir l'établissement des bureaux, des services, mais aussi la présence sécuritaire de les forces armées maliennes sur tout le pays et sur tout le territoire. Et ça veut dire des opérations conjointes avec les forces MINUSMA contre ces groupes qui menaçaient, le gouvernement menaçait des populations. Donc, il y a une contradiction nette là. Un troisième problème à le niveau international, c'était comment convaincre la communauté internationale, ça veut dire la France, mais aussi l'Europe en général, et aussi le Conseil de sécurité, à supporter et à utiliser son influence avec les partis, le gouvernement et aussi les groupes armés pour prendre ces actions sérieuses, approfondies, pour encourager l'implémentation de solutions politiques vraiment durables, vraiment approfondies, et non solutions beaucoup plus minimalistes qui voient les menaces terroristes limitées au nord du Mali et non facilitées d'agir en France, par exemple, ou d'agir en Irak. Pendant tout ça, un quatrième défi, c'était comment protéger les civils qui étaient menacés par beaucoup de menaces sécuritaires et pour soutenir le développement dans le territoire. Dans ce contexte, les contextes régionaux et internationaux qu'a expliqué un peu Adib, Ousmane et Bruno, je vois quelques implications pour le MINUSMA. Un, c'est la possibilité de l'intensification de conflit, en particulier les violations des droits de l'homme. Donc, on a vu avec la présence de Wagner commençant en janvier ou décembre de l'année passée, plusieurs instances de violations super sévères dans laquelle des centaines de civils ou des dites groupes armés ont été attaqués par des opérations conjointes avec Wagner et les forces maliennes, et dans laquelle on peut dire que des crimes contre l'humanité ont été peut-être commis. Ça demande de MINUSMA une réponse. Mais quelle réponse? Est-ce qu'on peut demander, est-ce qu'on peut attendre que le MINUSMA répond avec la force contre des autres forces qui font partie ou qui sont liées avec un membre permanent de la sécurité, de la Conseil de sécurité? C'est un problème qui a été soulevé aussi au Centrafrique, où on a vu les groupes Wagner travaillant avec les forces centrafricaines, avec les mêmes conséquences et les mêmes questions pour le mission là-bas aussi. Une autre implication, c'est pour la stratégie du MINUSMA vers le gouvernement. Donc, avant le départ de France, les questions de comment influencer le gouvernement pour prendre des étapes sérieuses, c'était déjà très, très sérieux, très difficile. Et comme Bruno a dit, c'est toujours une question de 50% avec les relations avec la communauté internationale. Avec le départ de France et la croissance de l'influence de la Russie en Centrafrique, la position de MINUSMA devient beaucoup, beaucoup plus difficile. Et ça ne veut dire pas que la MINUSMA était liée avec la France. Le MINUSMA, c'est clair, a été lié à une stratégie plus approfondie, plus, on peut dire, long terme, mais au moins, la France a été plus liée que la Russie dans cette direction. Donc, ça donne aux autorités gouvernementales transitionnelles une option alternative pour recevoir la support internationale, pour recevoir la légitimité. Et ça menace vraiment la position de la MINUSMA. Juste pour parler très vite un peu de les conséquences pour le futur, même si on peut dire que la position de la MINUSMA à présent, c'est un peu en crise et c'est pas tenable, ça ne veut pas dire que c'est... moi, je ne dirais pas qu'il y a beaucoup de chances que ça va partir. Pourquoi? C'est parce que
même si c'est un peu dans la boue avec tout le monde, c'est mieux pour la France, c'est mieux pour la Russie et c'est mieux pour les autorités gouvernementales que le MINUSMA reste en place, même si ça ne marche pas à 100%, même pas à 50%. Pour la France, c'est mieux que rien. Ça assure une certaine stabilité, ça assure une présence internationale. Pour la Russie, qui propose aux autorités maliennes d'aider avec le contre-terrorisme, la MINUSMA joue un rôle considérable, même si impopulaire, d'assurer la stabilité dans les zones centrales, ça veut dire Gao, ça veut dire Timbuktu, même un peu à Kidal. Et ça, c'est significatif dans le sens que ça donne une base de stabilité. Et après, la Russie peut agir comme il veut un peu, sans avoir le danger que tout pourrait pourrir demain. Et un peu la même chose pour les autorités gouvernementales, qu'il peut, même si chaque jour ils frappent contre la MINUSMA, ça leur donne un boogeyman, on peut dire, un straw man pour frapper, pour blâmer pour toutes les limitations qui ont à faire avec l'application de l'implémentation du pacte. Et juste pour finir, donc, les implications pour les opérations de maintien de la paix généralement, je pense qu'on peut dire que l'arrivée de Russie au Mali, mais aussi en Centrafrique et ailleurs, ça signifie qu'un problème de la consentement de la pays hôte, qui est nécessaire pour la présence d'une opération de maintien de la paix, a devenu vraiment une crise globale. Et ça, c'est facilité par la désinformation, la misinformation qui devient de plus en plus commun et qui est utilisée par Wagner et par ses liens russes pour pousser un wedge. Voilà, entre la population d'un côté et l'ONU de l'autre côté, pour peinturer l'ONU comme un outil de l'Occident et pour peinturer la Russie comme le nouveau sauveur du pays. Donc ça, c'est un autre qui va parler un peu Sabia Mariam, c'est la création des nouvelles questions opérationnelles, des problèmes de capacité, de comment agir effectivement dans ce nouveau contexte. Et pour ça, peut-être je vais vous donner la parole. Merci. Merci beaucoup pour l'invitation. Si je poursuis dans la question qu'est-ce qui est en continuité, puis le futur des opérations de la paix. Si je regarde le contexte de la MINUSMA plus particulièrement, le 29 juin dernier, il y a eu le renouvellement du mandat de la mission de l'ONU, donc de la MINUSMA, et c'est la première fois que le Conseil de sécurité n'a pas voté à l'unanimité. Donc, la Russie et la Chine s'est abstenues pour la première fois pour le mandat de la MINUSMA. Et ce que ça met en lumière, c'est justement cette question-là d'étiquetage et de vocabulaire, parce qu'évidemment, dans un mandat, il y a beaucoup de négociations sur le vocabulaire qui va être utilisé, sur le langage de la mission, et c'est là-dessus, surtout, que les États membres et les membres permanents ne se sont pas entendus. Donc, ce qui est nouveau dans cette résolution-là, ou les points de contention, c'était justement comment nommer ou comment demander le rapport des violations des droits de l'homme ou des droits de la personne, les droits humains. Évidemment, les Européens et les États-Unis souhaitaient identifier ces problèmes dans la résolution. D'autres trouvaient que le langage serait un peu trop hostile ou trop accusateur envers l'État malien. La Chine souhaitait que la résolution reconnaisse les efforts déployés par le gouvernement malien face aux violations des droits humains. D'autres étant en désaccord, trouvaient que le Mali n'en avait pas fait assez. Un autre point de contention, évidemment, c'était de nommer le nouvel acteur qui est présent et prédominant sur le terrain, qui est évidemment Wagner. Est-ce qu'on dit, alors certains voulaient nommer
au lieu de parler évidemment de Wagner nominativement, mais dire des groupes mercenaires. Et plusieurs, évidemment, se sont opposés à utiliser ces termes-là en disant ce ne sont pas des groupes mercenaires, ce ne sont pas des compagnies privées, étant donné que ce sont des opérations de l'État russe. Donc, comment les nommer dans la résolution? Tout ça a fait en sorte qu'il y a eu plusieurs compromis qui ont été faits. Finalement, la résolution 2640 a été adoptée, mais avec l'abstention de la Chine et de la Russie, ce qui en dit long, étant donné que c'est une des premières fois. Et on peut s'attendre dans le futur à ce que la négociation du renouvellement des mandats soit aussi complexe et compliquée pour le langage qu'on y met, puis l'importance du langage. Et dans nos cours, j'ai quelques étudiants dans nos cours, on insiste toujours sur l'importance du langage et des mots. Les mots sont des outils politiques et certainement, c'est le cas dans l'ONU. 3 défis plus particulièrement, je dirais, pour la MINUSMA. D'abord, c'est la gestion des mandats, mais plus largement, la raison d'être de la MINUSMA. Et on le sait, on le dit, les opérations de la paix sont avant tout un outil. C'est un outil. Donc, ce n'est pas une panacée, ce n'est pas une solution aux crises, c'est un outil qu'on utilise. Les auteurs s'entendent pour que ça soit un outil efficace, mais évidemment, il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit un outil qui règle tous les problèmes. Mais de quel outil avons-nous besoin face à ces nouvelles menaces? Ça, c'est encore une autre question. Et ce qui en vient à la question des capacités de la mission, d'une part, et des attentes de l'autre part. Et y a-t-il adéquation entre les capacités de la mission, les ressources qu'on met à la disposition de la mission, et évidemment les attentes quant à ce que la mission est capable ou veut faire au final. Et là, si je parle de la MINUSMA, je vais parler évidemment des troupes qui contribuent à la MINUSMA, des conditions cachées à l'utilisation des troupes. Donc, certains pays contribuent des troupes, mais avec une panoplie de conditions qui font en sorte que c'est très difficile de les utiliser. La couverture géographique également. Et là, je vais en parler un tout petit peu dans les prochaines secondes, mais vous l'aurez tous suivi, vous qui êtes dans la salle intéressés par le sujet, énormément de restrictions sur le déplacement des troupes, sur le déplacement de la mission en général, pour des raisons humanitaires, mais militaires aussi, que ce soit des déplacements aériens ou même sur le terrain, etc. Donc, quelles sont les ressources qu'on met à disposition de la mission et avec quelle attente? Et ensuite, le 3e défi est lié aux acteurs impliqués. Donc, quels sont les interlocuteurs de la mission? Les États hôtes, donc le gouvernement, la population, évidemment, mais les acteurs et les groupes, et quelle étiquette on met au groupe? Donc, on en parlait, Ousmane, Nadib, Bruno, on a parlé d'eux aussi. Quelle étiquette on met à ces groupes-là? Est-ce qu'on parle de groupes armés? Est-ce que ce sont des civils? Est-ce que ce sont des djihadistes? Il y a beaucoup de groupes armés il y a des groupes armés qui utilisent des moyens terroristes, qui ne sont pas des terroristes pour autant. On leur a appris en sciences politiques, le terrorisme, c'est comme la bicyclette, c'est un outil, ça aussi. Ce n'est pas un groupe en soi, ce n'est pas une identité en soi, c'est un moyen. Malheureux, mais c'est un moyen. Donc, si on retourne à la question du mandat, et ça fait écho à l'avenir des missions de paix, c'est quelle priorité on donne à ces mandats-là, quelle séquence pour ces priorités, quelle flexibilité on se donne aussi pour les revisiter. Et les mandats à la MINUSMA se sont succédés et ont été revisités. Par exemple, quand la mission a été mise en place, ça a été dit par mes collègues tout à l'heure, on se concentrait sur le nord du Mali. Et ensuite, ça a été revisité en disant, mais non, il y a beaucoup de bouleversements au centre. Il faut prendre en compte le centre, la situation sécuritaire du centre. Donc, ça a été revisité. Puis, on a repris en compte la question de sécurité au centre. Et maintenant, évidemment, on inclut le sud parce que les violences se sont déplacées au sud. Sauf que les violences et les dynamiques du nord ne sont pas les mêmes que les dynamiques du centre, ne sont pas les mêmes que les dynamiques du sud. Et au Québec et au Canada, je pense qu'on est bien placé pour comprendre l'importance de la géographie. Si on regarde l'immensité du territoire malien, évidemment, ce qui se passe à Trois-Rivières puis ce qui se passe à Yellowknife, probablement différentes dynamiques. Mais évidemment, ça, il faut savoir, il faut comprendre l'importance topographique et géographique. Pour l'avenir des missions, la géographie est cruciale. Et ça, c'est un point commun qu'ont la plupart des pays dans lesquels il y a des missions de paix. Si on regarde la Centrafrique, la RDC, la République démocratique du Congo, c'est 5 heures de jet entre Kinshasa et Goma. C'est plus loin que Québec-Paris. Évidemment que les dynamiques vont être différentes. Même chose, évidemment, pour le Mali, et prendre en compte la géographie et les moyens qu'on a de couvrir la géographie, évidemment. Se poser la question des effets voulus par la mission, puis les effets non voulus par la présence de la mission, mais par la présence, j'insinue aussi l'absence de la mission. Dans quelle mesure est-ce qu'on peut couvrir
l'art géographique qui nous est attribué. Donc, maintenant, je vais me parler dans quelle mesure on est capable, avec toutes les restrictions, évidemment, de mouvement, de couvrir le mandat puis de répondre aux attentes du mandat. Puis, évidemment, l'évolution du lien avec l'État hôte. L'État hôte, c'est qui? Bien, c'est le gouvernement, mais ça veut dire aussi les forces armées maliennes. Et Dirk l'a mentionné, un des gros problèmes, maintenant, de quel on est au fait, c'est que, et ça a été dit par ACLED, le groupe ACLED qui est excellent et qui sort des statistiques, c'est que maintenant, il y a beaucoup plus d'attaques, des atrocités qui sont faites envers les civils par les forces étatiques que par les groupes dits djihadistes. Et certaines de ces attaques-là sont faites en collaboration avec le groupe Wagner, beaucoup au Mali. D'ailleurs, ce livre a un ciblage de population civile avec le groupe Wagner. En Centrafrique, le groupe Wagner fait ses opérations seul contre les civils, mais évidemment avec l'accord de l'État hôte. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quel lien établir avec l'État hôte, duquel on doit avoir le consentement pour être présent, quand on est au fait, quand on sait que les forces armées s'attaquent directement aux civils. Puis là, on en revient à la question de l'étiquetage. Qui sont les civils? Parce que ce n'est pas évident non plus qui est qui. Il y a des groupes armés, il y a des groupes criminels, il y a des groupes djihadistes et il y a des civils, et les gens prennent à tour de rôle certains chapeaux au cours de la journée. Et donc, tous ces termes-là qu'on utilise, qui sont très beaux sur papier, beaux parce que clairs, dans la réalité, ne le sont pas. Et donc, ça, c'est une grosse question. Et qui revient à la question rhétorique des étiquettes, mais qui a une incidence sur le terrain. Par exemple, comment qualifier Wagner? Et la question se pose pour la MINUSMA. Wagner est un acteur incontournable. Wagner, il est sur le terrain. Il est sur le terrain au Mali depuis peu, en Centrafrique, disons, depuis un petit peu plus longtemps, 2018. Est-ce qu'on dit que c'est un groupe de mercenaires? Mais ça ne l'est pas, mais on peut le nommer comme tel. Est-ce que c'est un groupe terroriste? Ben, il y a certainement des moyens terroristes, mais le plus contentieux, c'est est-ce que ce sont des partenaires ou pas? Et pourquoi pas les nommer partenaires? Qu'est-ce que ça ouvrirait de les nommer comme partenaires? Un pont de dialogue, une entente sur des normes d'action, c'est contentieux, mais est-ce que, étant donné qu'ils sont là, comment les nommer, comment agir avec eux, s'il y aurait moyen pour toujours dans le but de protéger les civils? Même chose pour l'identification des groupes. Des groupes armés qui utilisent des moyens terroristes ne sont pas forcément terroristes, mais si on les nomme terroristes, on ne peut plus négocier avec eux. Est-ce que ce n'est pas mieux de les inclure puis d'avoir un forum commun? Ce sont des questions difficiles auxquelles il n'y a pas de réponse claire non plus. Évidemment, donc, réfléchir à l'incidence de ces étiquettes et des négociations et des collaborations. Ensuite, les leçons apprises, Marie-Joëlle posait la question, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que des leçons apprises qu'on pourrait transmettre? Ce que la MINUSMA peut apprendre, est-ce qu'on peut le transmettre à la MINUSCA? Est-ce qu'on peut le transmettre à la MONUSCO? Est-ce qu'il y a des mécanismes qui sont suffisants? Et là, ça demande une réflexion qui en revient à l'évaluation interne de la MINUSMA qui a été demandée par le secrétaire général qui va être donnée le 13 janvier prochain. Quels sont les fonctionnements? Est-ce que le fonctionnement des missions est optimal à l'interne lui-même? Et là, évidemment, on peut se douter que la réponse est plutôt floue. Probablement pas. Pourquoi? Bien, pas assez de moyens, une rotation personnelle, pas assez de rétention d'expertise, notamment une certaine mécompréhension des outils à la disposition aussi de la mission. Moi, je travaille beaucoup plus sur le renseignement dans le maintien de la paix, par exemple. Est-ce que cet outil-là qui fait partie de mission est utilisé de façon optimale au sein des missions? Je ne pense pas. Pourquoi? Souvent, c'est qu'il y a une mécompréhension du leadership sur les outils qui sont mis à leur disposition. Mais là, ce n'est pas pour blâmer non plus le leadership complètement, c'est qu'il y a un tempo des missions, une séquence, une pression qui fait en sorte que c'est très difficile aussi d'être au courant de toutes les unités, de tout ce qu'elles peuvent offrir, puis d'avoir aussi une séquence de coordination qui soit optimale. Ça prend un certain temps, ça prend une expertise, ça prend des gens qui restent dans l'émission assez longtemps pour bien comprendre le fonctionnement, qui ait une écoute, qui ait tout un rodage. Et ça, ce sont des défis qui sont communs à la MINUSCO, à la MINUSMA, à la MINUSCA, d'établir un système de mécanisme de partage d'informations, de compréhension, parce que parfois l'information, elle est là, mais le temps de le donner au leadership, bon, évidemment, il y a un certain temps. Et ce n'est pas parce qu'une information est donnée que le leadership va agir en fonction de l'information qui est donnée. C'est vrai pour le gouvernement canadien, c'est vrai pour toute institution, donc ce sont là d'autres défis. Bref, je conclus. La question, c'est surtout de se rappeler que les missions, ce sont des outils.
Est-ce qu'on devrait revoir le type d'outil? Est-ce que l'émission devrait devenir plus du côté d'émissions spéciales politiques, rester des missions multidimensionnelles? Comment ajuster les outils aux problèmes qui sont posés? Je pense que là je renvoie la question, je ne donne pas du tout de réponse. C'est toutes les questions. Je peux juste compléter pour 2 secondes? Oui, et il y a Ousmane également qui aimerait intervenir Ok. suite à vos 2 interventions. Cool. Donc, je pense que ce serait juste peut-être utile pour expliquer un peu la cadre dans laquelle Wagner se présente, parce que cette question de partenaire, oui ou non, c'est super intéressant. Donc, la Centrafrique et aussi le Mali, ils sont sous des sanctions du Conseil de sécurité. Et ça inclut une prohibition sur l'importation des armes. Mais en 2018, en Centrafrique et en 2021, au Mali, les pays ont signé un cadre de coopération sécuritaire avec la Russie. Et ce cadre a prévu l'arrivée de quelques armes en soutien des forces armées et aussi l'arrivée des instructeurs russes pour aider à la formation de l'armée. Sur la base de ce cadre, les pays ont demandé permission au comité de la Conseil de sécurité pour une exemption de ces sanctions et ça a été donné. Donc, ça crée un cadre légal pour l'arrivée des instructeurs ici. Et là, tout d'un coup, on voit que Wagner est présent. Et donc, ça crée un manque de clarité légale dans la cadre de ces questions soulèvent. Voilà. Merci beaucoup, tu as raison, c'était une précision qui était importante. Ousmane, est-ce que tu veux intervenir? Oui, je vais intervenir très vite sur la MINUSMA et son mandat et le contexte actuel au Mali. Comme l'ont dit Dirk et Sarah Myriam, la MINUSMA a été longtemps critiquée, mais elle est dans une situation encore plus critique au cours de l'année 2022. Vous avez mentionné le statut de Wagner. Pour les autorités maliennes, il n'y a pas de Wagner au Mali. Ils parlent d'instructeurs russes qui opèrent avec les forces armées maliennes, en particulier dans le centre du pays. Ce n'est pas le même discours qu'on entend, par exemple, au niveau des autorités russes, où aussi bien Vladimir Poutine que le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, ont parlé d'accords de partenariat entre l'autorité malienne et une société militaire privée qui n'a même pas d'existence légale en Russie. Mais bien au-delà de ça, je pense que ce qu'on a vu au cours de la dernière année et demie au Mali, c'est un démantèlement systématique de toute l'architecture internationale qui sous-tendait les interventions des acteurs étrangers. Donc, on a vu le départ de Barkhane, on a vu le retrait du Mali du G5 Sahel, on a vu la remise en cause de Takuba. Et ce qui arrive, c'est que la MINUSMA est mise dans des conditions où elle ne peut pas exercer son mandat comme elle le devrait. Elle subit en même temps des critiques de la part de plusieurs acteurs gouvernementaux de la société civile, mais aussi d'observateurs étrangers, mais elle n'est pas mise dans les conditions pour exercer son mandat. Comme l'a dit Sarah Myriam, sa mobilité est très limitée. Je donne juste l'exemple de ce qui s'est passé à Moura, donc cette ville du cercle Djenné, région de Mopti, dans le centre du Mali, en mars 2022, où, selon les témoignages recueillis par Amnesty International et plusieurs autres organisations, il y aurait eu une opération militaire conjointe des Wagner et des FAMA et des exécutions, des homicides illégaux qui ont de plusieurs centaines de personnes. On ne peut pas savoir le chiffre, en fait, parce que les témoins n'ont pas une bonne idée du nombre exact, mais on sait que c'était des centaines de personnes. Et la MINUSMA a un mandat de protection des civils, mais elle a été empêchée d'accéder au site de Moura par les autorités maliennes. Donc, alors que la MINUSMA exerce depuis 2019 un travail très important dans le cadre de la judiciarisation des opérations militaires en fournissant des enquêtes sur les droits humains, elle ne peut plus le faire comme elle le faisait auparavant. Et lorsque la MINUSMA avait décidé d'interviewer des membres des ressortissants de Moura et des rescapés dans d'autres villes du centre du pays comme à Sévaré, à certaines occasions,
les forces armées maliennes sont venues pour interrompre ces entretiens de la MINUSMA. Donc, il y a une volonté active d'empêcher la MINUSMA d'exercer certains pans de son mandat qui sont très importants, comme la protection des civils, mais aussi les enquêtes sur les questions de droits humains. Et en même temps, avec le renouvellement du mandat de la MINUSMA en juin 2022, il y a un accord tacite du gouvernement malien pour que la MINUSMA continue d'exercer, même si on a pu voir à cette occasion-là le représentant du Mali à l'ONU, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, critiquer toute intrusion potentielle de la MINUSMA sur les questions de droits humains. Et ça, c'est très inquiétant. Ça contribue à la détérioration de la situation au Mali et ça contribue aussi aux analyses et aux attaques sur la crédibilité de la MINUSMA qu'on note de plus en plus. Donc, voilà. Merci. Merci beaucoup, Ousmane. Merci tout le monde. Je pense que vous avez fait la démonstration qu'effectivement, nous avons au Canada la crème de la crème lorsqu'il s'agit de réfléchir à ces questions complexes. Je vais ouvrir au public, mais je vais prendre quand même le privilège de la présidente de vous poser une question, ça va faire plaisir à Bruno. Parce que nous travaillons toutes et tous sur le Mali. Et nous avons chacun à sa manière écrit des articles, produit des rapports, intervenu dans les médias, dans les journaux, participé aux discussions publiques et souligné les difficultés que l'on vit aujourd'hui, bien avant qu'elles ne soient reconnues par les acteurs ou par les partenaires internationaux. Et ça ne peut pas, je ne peux pas m'empêcher de me poser la question, que pensez-vous que ceci veut dire de notre capacité en tant qu'analyste d'influencer le débat public? Parce qu'il y va aussi, dans des cas pareils, de détérioration qui coûte la vie à des centaines d'hommes, de femmes et d'enfants dans un pays qui vit quand même une instabilité grave depuis au moins 10 ans. Le fait qu'il y ait des gens qui alertent à ces situations-là, mais que personne ne les prenne apparemment au sérieux, me semble quelque chose sur lequel j'aimerais vous inviter à réfléchir, mais je vais également ouvrir à la salle la possibilité d'intervenir. Donc, si vous avez des questions, on va en prendre plusieurs. S'il vous plaît, levez la main et identifiez la personne s'il y a une personne à laquelle vous voulez diriger votre question. Je vois Laurence. J'ai deux questions très rapides, une factuelle et une moins factuelle. Sur la question factuelle, est-ce qu'il y a pas eu un moment, après que tout le monde se soit retiré de la rotation d'hélicoptères, parce que c'était des contracteurs privés payés par l'ONU qui avaient la responsabilité des hélicoptères pour le MEDEVAC? Il faudrait avoir vu ça, mais vous connaissez mieux, alors je voulais juste savoir c'était quoi ce nouvel arrangement de contracteurs privés pour le MEDEVAC sur la mission Mali. Sur le moins factuel, pensez-vous pas que moi, j'avais l'impression, mais je ne suis pas aussi spécialiste que vous, qu'au début de la mission de la MINUSMA et même par CAN, il y avait un peu un sentiment d'amour public au Mali pour cette intervention qui a éventuellement évolué, ou c'était une perception biaisée des médias occidentaux? Moi, j'aurais ici deux questions. Je voulais savoir pourquoi, selon vous, la mission Barkhane-Messac de la France aurait échoué, autant échoué au Mali ou au point où Abdoulaye Mega le traiterait d'assister aux terroristes. Et aussi, comme présentement, la Russie est vue comme sauveur. Et qu'est-ce que la Russie a gagné de cet rapprochement avec le Mali? Nous avons déjà 3 grosses questions. Je vais en prendre une 4e. Monsieur, j'ai vu votre main. Et puis, je vais vous inviter à répondre à toutes les questions qui vous parlent. Et on fera une 2e ronde, voire même une 3e si nous en avons le temps. Nous avons la salle jusqu'à 6 heures. Moi, j'étais curieux en fait de savoir un peu c'est quoi vos impressions par rapport à la transition qui était souhaitée en 18 mois en fait au Mali. Parce que ça semblait déjà très ambitieux de vouloir une transition en si peu de temps. Premièrement, de savoir pourquoi vouloir la faire aussi rapidement. Puis deuxièmement, est-ce que ça s'est retourné un peu en fait contre l'objectif initial, au sens où finalement les militaires ont
se sont saisis un peu de cette opportunité-là pour justifier en fait leur durcissement sur leur contrôle sur l'appareil étatique. Alors, lequel d'entre vous veut se porter volontaire pour répondre à l'une ou l'autre des questions? Allez-y. Je peux aller sur l'historicité peut-être de la relation avec la Russie, et puis je laisse Barkhane et la France à Bruno, il aime bien. Donc, pour la Russie, il faut aussi mettre en perspective sur le fait que dès les premières années de l'indépendance, il y a un régime socialiste, dit Bokeh-Itaïo, donc il y a comme une relation un peu d'affinité en quelque sorte, et même des échanges avec la société civile, des associations militantes de droits des femmes et autres. Donc, il y a quand même quelques échanges qui ont été faits et donc un partenariat qui existait avec l'URSS. Donc ça, donc il y a une historicité à voir. Deuxièmement, il y a clairement une volonté de saisir la balle au bond et l'opportunité. Il y a des failles. La Russie profite de ce moment-là. On est dans un jeu tactique ici, la partie d'échec de Poutine, et puis il saisit qu'il y a quelque chose à faire au Mali, et il a fait à peu près la même chose en Centrafrique. Il a saisi le vacuum, la fenêtre d'opportunité, il y est allé. Mais après, le récit va devenir populaire parce que c'est pas la puissance occidentale, il n'y a pas le référent à la colonisation et autres, c'est une force alternative. Toutefois, on peut voir une différence entre le Mali et le Burkina Faso, par exemple, où dans le cas du Burkina Faso, malgré qu'il y a l'héritage de Thomas Sankara, il y a quand même un positionnement où on se dit il y a encore un reste de propos tiers-mondistes dans le propos, à savoir on va utiliser toutes les puissances qu'on pourra mobiliser. Alors que dans le cas du langage, disons, de la junte au Mali, il est beaucoup plus polarisant, surtout par rapport à la France. Donc ça, c'était quelques éléments par rapport à la Russie. Là. Ouais, oui, je pense que ça reflète la fragilité de leur propre influence. Le populisme qu'ils utilisent. Est-ce que c'est une réflexion de leur pouvoir ou de leur manque de fragilité, de contrôle de ce qui se passe, justement? C'est une bonne question. Moi, quand j'échangeais avec mes amis maliens et burkinabés, ils me disaient, et des gens de la société civile, qu'il y avait beaucoup de récits pro-russes qui étaient en train de circuler. Donc, est-ce que cette proportion-là est causée par le momentum qui échappe même à la junte, en fait, et la junte ne fait que surfer là-dessus? J'ai l'impression que dans le cas du Mali comme du Burkina, c'est le cas, mais sauf que dans le cas du Burkina, il y a comme un effort de ne pas céder à une radicalité dans le discours. Ce serait ma réponse. Pour la transition de 18 mois, en fait, il y a eu tellement d'épisodes par rapport à cette histoire de transition. C'était notamment défendu, je pense, au départ par Alger, puis la CEDEAO, ou vice-versa. Et puis, la junte ne s'est jamais vraiment positionnée de manière très dure sur les 18 mois. Elle a joué avec la temporalité. Il est peu probable que ça fonctionne en 18 mois à présent, mais peu importe quel coup d'État on prend en compte. Donc voilà. Barkhane, c'est pour toi et la France. Oui, merci. Je commence par ça. Oh, damn it. La patate chaude. C'est juste. Ça va, il était déjà Il est encore fonctionnel. Oui, donc Barkhane, puis après, je veux répondre à la question de Marie-Joëlle, je pense que c'est important. Puis je vais faire le lien aussi avec la question d'amour, parce que, bon, malgré tout ce que j'ai dit sur la guerre au terrorisme, l'aveuglement de tout ça, il y avait quand même une réticence du côté français en 2012-2013 d'intervenir au Mali. Et elle était très forte. 2012, c'est une année d'élection, en fait, où Sarkozy ne veut plus rien avoir à faire de l'Afrique parce qu'il vient de souffrir de la Libye et de la Côte d'Ivoire. Donc, il est comme « Ah non, le Mali, je veux rien savoir ». Hollande est un peu plus subtil. Il y a un lien socialiste qui se fait là, certainement de tradition historique, etc. Donc, il va mettre le Mali à l'agenda très rapidement comme une priorité de la politique étrangère française, tout en déclarant pendant 2012, les premiers mois, que jamais il y aurait de bottes françaises sur le sol.
Et ce n'est pas clair encore comment, tout d'un coup, en janvier, ils décident qu'on y va. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de pressions qui viennent d'Afrique de l'Ouest aussi, donc de collègues africains qui demandent à la France d'agir avant que ça déborde, etc. Et il n'y a pas d'option. Et en fait, c'est historique, ça. Moi je l'ai déjà écrit. On attend de la France de faire quelque chose, incluant au Conseil de sécurité. Donc, c'est le précaré français. Donc, on attend que la France réagisse. Et donc, je pense que Hollande va être pris un peu comme ça. Et c'est clair que dans les premiers moments, c'est l'amour. C'est le grand amour. Hollande va être accueilli à Bamako en héros de guerre. Et on va surfer là-dedans pendant longtemps. Mais là, moi, je pense que les 2 premières années ont été totalement perdues par beaucoup de gens, l'ONU, la France et les Maliens. On a voulu aller très vite du côté de la France parce que justement, on voulait partir, on ne voulait pas être pris. Je pense qu'il y avait quand même des gens qui pensaient comme ça à Paris. On ne voulait pas être pris dans un conflit puis de se retrouver un peu comme en Côte d'Ivoire ou bon, pendant 10 ans. Ils sont encore là puis ils vont être là encore 20 ans. Mais on ne voulait pas. Et donc, on a forcé des élections assez rapidement, dès juillet 2013. Donc, en moins de 6 mois, on a forcé assez rapidement aussi, Marie-Joëlle l'a écrit, l'accord de paix de 2015. Donc, on a forcé la junte, on a forcé la MINUSMA à prendre des rôles, peut-être qu'elle n'était pas prête, parce que ça a pris beaucoup de temps, etc. La contribution des troupes, on a pris des gens de la région, ce qui était une autre ligne qu'on, normalement, les missions de paix ne font pas. On ne prend pas des troupes qui ont potentiellement des conflits d'intérêts, ils doivent venir de plus loin, mais on a voulu tout aller très, très vite, parce que je pense qu'on voulait sortir. Donc, tout ce moment qui aurait dû être en fait bien pensé au niveau politique, pour moi, c'est certainement, en fait, où le vide, comme on en parlait, a été comblé par la guerre au terrorisme à bien des égards. Et ça explique pour moi, à bien des égards, pas totalement, mais les échecs et les problèmes là-dessus. Rapidement, pour la question de l'influence de gens comme nous, ou de gens comme vous, ou de penseurs, analystes et tout ça. Bon, la petite anecdote rapide, j'avais commencé à travailler sur le Mali en 2011 avec un collègue, Jonathan Sears, de l'Université Winnipeg, parce qu'on voulait comparer Côte d'Ivoire et Mali. Ça, je ne me rappelle même plus quoi. Mais 2012 a évidemment fait déraper notre projet. On s'est totalement lancé dans le Mali. Et puis, les premières fois qu'on parlait, on faisait des conférences à Paris, à Washington, surtout à Washington. Je me rappelle beaucoup d'individus particuliers, même dans la salle, qui roulaient des yeux quand, en 2014-2015, on faisait l'argument un peu que je vous ai présenté, que la guerre au terrorisme au Mali allait mener à une catastrophe. Et ces gens-là, on les a revus. On les a revus en 2016, 17, 19, bon, etc. Et à partir de 2019, là, il hochait de la tête et je l'ai pointé du doigt et il riait. Mais puis ça, c'est pour parler de mon influence. Mais pour vous parler des limites, peut-être, justement, de notre influence, mais moi, pour répondre peut-être plus concrètement à ta question, je ne vois pas mon influence. Moi, je ne la connais pas, je ne la sais pas, mais c'est l'effort collectif, je pense, qui compte. Le fait que des gens comme nous, ensemble, de différents angles, incluant des gens aussi des fois de la mission, qu'on ne nommera pas dans la salle, ou ailleurs avec qui on a des contacts. Quand on parle à Ottawa, quand j'ai commencé à parler à Ottawa, le projet Mali au Centre Franco-Paix, je m'arrachais les cheveux de la tête parce qu'Ottawa n'avait aucune idée de ce qu'était le Mali et acceptait presque à 100% tout ce que les Français leur donnaient. Et là, je disais... OK, c'est les alliés, l'OTAN, etc., mais il y a un conflit d'intérêts. Ici, du point de vue français, il y a une perspective française à propos du Mali. Peut-être vous devriez développer, Franco-Paix, une perspective canadienne. Et comme je le disais, il y en a beaucoup qui connaissent le Mali au Canada et ailleurs. Donc, avec le temps, avec des efforts collectifs, je pense qu'il y en a, mais c'est clair que ce n'est pas nous qui décidons. Au final, Macron ne va pas nous lire ou nous écouter, c'est clair, mais ceux qui nous écoutent, souvent, c'est, parce que moi j'ai l'impression, puis je ne sais pas vous ce que vous allez dire, mais c'est mid-level des fois surtout. C'est là, je pense, mon influence à moi que je la vois, des fois, on ouvre une porte pour que les débats se fassent à l'intérieur de la mission. Moi, je reçois les coups quand je disais la guerre aux terroristes, c'est pas une bonne chose, c'est pas grave. Là, je sais qu'après, ça se parlait ailleurs, même si c'est pas officiel. Il y a aussi ça, je pense qu'il ne faut pas négliger. On ne le voit pas, mais collectivement, je pense que ça se passe. Fait que si vous voulez faire ça, il ne faut pas se décourager. Si vous dites, pas assez de monde a lu ce que j'ai dit, ou ce que j'ai écrit, je ne sais pas trop. C'est pas comme ça fonctionne, c'est clair.
Peut-être juste sur ça, est-ce que tu me permets non. Juste pour dire que sur ce point que vraiment l'ONU se reproduit dans les missions, effectivement, parce qu'on a des représentants de tous les forces armées qui sont impliqués et des fonctionnaires de tous les États membres de l'ONU. Donc, c'est absolument vrai qu'il y a toujours un discours en dedans de la mission aussi. Et donc, lorsqu'on parle de l'impact, influencer cette discussion, ça vaut beaucoup, je pense. Mais aussi sur la question de pourquoi Wagner et qu'est-ce que ça donne à la Russie, je voulais juste ajouter une autre dimension, c'est la dimension économique. Et c'est rarement parlé, mais je pense que c'est absolument important pour le comprendre. Le Russie a une grande industrie d'armes, mais de moins en moins de bailleurs, en fait, d'acheteurs. Donc, des cadres de coopération sécuritaire avec des nouvelles clients, ça ouvre un nouvel marché. Et on voit avec l'arrivée de Wagner, c'est aussi l'achat des nouvelles armes par le gouvernement. Wagner aussi, c'est une forme de soutien russe, mais ce n'est pas pour rien, quoi. Donc, je crois qu'à Mali, il parle de quelque chose comme 15 millions de dollars par mois pour la présence de Wagner. Et évidemment, le Mali et moins le gouvernement centrafricain, ils n'ont pas d'argent comme ça. Donc, ce qu'ils font, ils donnent des concessions minières à des boîtes russes qui là vont venir exploiter les ressources naturelles. Donc, il y a beaucoup d'instances bien éclairées, surtout à Centrafrique, où des compagnies minières sont établies, et là, des groupes Wagner ou Wagner-Fama ou FACA viennent protéger ces sites. Donc, ça fait tout partie un complexe d'intérêts sécuritaires, politiques et économiques. Je voulais juste m'assurer si Sarah Miner ou Anne avait quelque chose que vous voulez ajouter avant de revenir aux questions. Je sais qu'il y a des questions des personnes qui nous suivent sur Zoom, donc je vais les prioriser et puis après je prendrai d'autres questions de message. Peut-être quelques mots sur la mission de MINUSMA en particulier, Laurence, sur ta question de la perception des missions en général. Mais si on regarde les dernières missions de paix, par exemple au Soudan, il y a une nouvelle mission de paix, ça n'a pas empêché un nouveau coup d'État. Je pense que depuis que les missions de paix, il y a eu 5 coups d'État au Soudan, malgré la présence des différentes opérations de la paix. Une mise comme UNAMID et puis maintenant UNITAMS, qui est une mission politique spéciale, mais qui était là quand le coup est arrivé et qui a été témoin de ça. La MINUSMA qui est maintenant témoin de 3 coups d'État ou de 2 coups d'État et demi ou d'un coup dans un coup. La MINUSMA aussi qui avait en son sein celui qui a fait le coup d'État au Burkina Faso. Bon, ça, c'en est un, mais il y a bon. Et puis si on regarde justement, comme tu disais, Dirk, ceux qui font partie des missions, ben, ils ont été impliqués dans différentes choses dans leurs propres États à différents moments. Bon, bref, pour différentes choses. Donc, tout sortes de monde dans la mission qui font différentes choses. Et puis, la population, bien évidemment, n'est pas naïve par rapport à ça. Puis, ils se disent, bon, mais à quoi ça sert s'il y a des gens qui font partie des missions qui vont faire des coups d'État dans d'autres pays ou qui n'aident pas la stabilité dans d'autres pays. Juste revenir sur la question de à quoi ils servent nos analyses pour alerter ce qui va se passer ou pour lire le futur. Je pense qu'une chose, c'est que notre rôle comme analyste aussi, c'est de rester très humble par rapport à nos prédictions et de privilégier d'établir des ponts. Parce qu'on le sait, on est tous dans des silos. On est dans un silo académique, on est dans un silo politique, on est dans un silo de fonctionnaires. Et puis, on oublie, on devient inconsciemment entouré de gens qui pensent exactement comme nous. Et c'est un effort herculéen que d'essayer d'aller écouter ce que quelqu'un nous dit et de l'entendre.
aussi. Et ça, je pense que comme analyste, on essaie de le faire, comme académique, on essaie de le faire, mais c'est très dur dans n'importe quel milieu d'entendre ce qui n'est pas sur notre radar, puis même ce qu'on ne veut pas entendre, mais ce qu'on ne sait même pas qu'on n'entend pas. Et ça, c'est un effort là, qui est à recommencer toujours. Donc, même quand on fait des prédictions, ou quand d'autres nous font des prédictions, d'essayer de les écouter, de les intégrer aussi, puis évidemment de comprendre qu'il y a une espèce de surdité collective et ça fait partie de notre défi comme analyste, d'essayer d'établir des ponts, des liens pour s'écouter dans nos besoins puis dans nos compréhensions des enjeux. Merci, Sarah Myriam. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui ont des questions, donc je vais prendre une deuxième ronde de questions et on fera appel à vous pour des conclusions pour clore l'événement. Je peux juste poser une petite question. Zoom. D'abord, par rapport à la discussion sur les entreprises, essentiellement, ça vient de Jean-Marc Giacouri. N'est-il pas opportun donc d'envisager d'autres vu que les options militarisées ont été privilégiées plus que parce qu'on propose des moyens alternatifs essentiellement. Une autre question, par rapport aux interventions régionales, donc par rapport à si, par exemple, le rôle de CEDEAO est dévelu et qu'est-ce qu'on pense des interventions par exemple, des visites de Jonathan Robinson, d'autres acteurs régionaux, est-ce que ça risque d'avoir Alors, je vois qu'il y a d'autres questions, je vais prendre des autres questions. Je m'entends? OK. Alors, j'ai vu 3-4 personnes, donc les mêmes que j'ai vues, je vais vous interpeller. Les personnes qui n'ont pas encore levé leur main, il y aura d'autres occasions, malheureusement. Je pense que nous n'avons pas envie de parler du Mali et du Sahel. Donc, d'abord, madame. Bonjour. Moi, je travaille aussi sur le Mali depuis une dizaine d'années, comme Bruno Charbonneau. Et la question que je me posais, c'était par rapport aux défis qui ont été soulignés. Et en tant que chercheur, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'on continue de comprendre toutes ces spécificités maliennes, historiquement parlant, politiquement parlant, sécuritairement parlant, etc., avec peu d'accès au terrain. Donc, au fond, la boîte à outils, comment on fait aujourd'hui? Moi, je n'ai pas la réponse à cette question, parce que je suis confrontée aux mêmes réflexions en ce moment, de comment parvenir à faire du terrain. Je travaille sur le Mali et le Burkina. Dans ce contexte-là, qui se détériore, vous l'avez chacun et chacune souligné, et comment est-ce qu'on parvient aussi à mobiliser nos étudiants à travailler sur ces questions-là et à ne pas en tout cas les mettre dans un contexte où ils risquent pas mal. Donc, j'enseignais à l'époque à l'université de sciences juridiques et politiques de Bamako et en ce moment, j'enseigne à l'Italie. Question importante. Monsieur. Oui. La question est un peu sur la présence de la Russie au Mali et au Sahel en général. Est-ce que vous pouvez préciser la taille de cette présence et aussi si à moyen court terme, il y a le risque que la Russie cherche à rapatrier certaines de ses ressources militaires en Europe parce qu'il connaît certaines difficultés en ce moment. Alors, la question qui est c'est que suite après le premier coup d'État au Mali, le gouvernement de transition a exprimé sa volonté de diversifier ses partenaires. 2 ans après, on voit que bien sûr l'équipe française du Mali, en relation avec les Nations Unies et les Libéria, qu'il y a des tensions avec le Niger et la Côte d'Ivoire. Si jamais le Mali continue à s'isoler sur la scène régionale ou internationale, quelles sont les conséquences pour la réponse? Vous avez expliqué qu'il y avait une grande instabilité dans la région du Sahel. Je voulais savoir, et aussi, je voulais savoir en fait, est-ce que le printemps arabe a contribué à cette instabilité, ainsi que les gouvernements des États limitrophes, cette fragilité gouvernementale, est-ce qu'elle a contribué justement à détériorer en fait la situation du Mali, ainsi que des pays africains? Alors,
petite question. Alors, je commence avec le printemps arabe. Bruno Charbonneau l'a énoncé très rapidement au départ avec l'impact de la chute du régime de Kadhafi et le déferlement, c'est le macro-récit, le déferlement d'armes et puis le retour de certains combattants corrects. Par contre, il ne faut pas faire une corrélation immédiate, c'est-à-dire qu'il y a des dynamiques éminemment locales au nord du Mali, une relation à historiciser avec l'autorité centrale et pas regarder cela comme uniquement des facteurs extérieurs. Donc, ça serait l'élément le plus intéressant dans la sous-région à regarder, bien qu'il y ait l'instabilité à des moments qui ont pu servir avec des djihadistes dans certaines localités et autres dans l'Afrique du Nord. Pour la question de méthodologie, Bruno, il aime bien dire de quel terrain on parle. Est-ce que ce n'est pas un récit aussi portant on va dire des relents coloniaux ou d'une littérature passée ou autre? Qu'est-ce qu'on appréhende comme terrain? Effectivement, moi, dans mon cas, je suis en train de diriger un ouvrage collectif avec même des anthropologues qui ont ce rapport au terrain. Et certains, ils ont commencé avec une question autour des récits du conflit au centre du Mali, et ils finissent en faisant de l'analyse de contenu sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent aussi sur les réseaux sociaux. C'est en fait tout ce qui est récit et la circulation, le rôle de la diaspora, finalement, qui est éminemment important au Sahel, que ce soit des acteurs de paix ou de conflit. Et puis, énormément de circulation de désinformation ou autre, de récits très cadrés par certains acteurs, des individus qu'on peut repérer et autres. Donc, je pense qu'il y a énormément de matière qui existe aussi en ligne. C'est une évidence que ce n'est pas suffisant et que c'est une manière d'explorer la recherche. Après, je pense que pour pas mal d'entre nous qui nous sommes rendus à Bamako, Bamako c'est un rhizome, il y a beaucoup d'acteurs qui passent, qui partent et qui viennent, donc il y a beaucoup d'acteurs qu'on peut rencontrer aussi au sein des capitales, même si ça devient difficile, peut-être en Mali, on va dire. Et c'est à peu près la même chose à Ouagadougou. Oui. Du terrain d'hôtel à Bamako, oui. On nous dit qu'il y a un cours qui commence à 6 heures, donc je vais demander rapidement s'il y a en 1 minute des réactions de la part des autres panélistes. Oui, très rapidement. D'abord, sur les alternatives à la guerre au terrorisme, c'est le fait de. En fait, toute l'approche de la guerre au terrorisme ne parle jamais des causes des conflits. Donc, pourquoi est-ce que les gens deviennent terroristes? Il faut aller voir là d'abord en prévention, puis ensuite, quand ils restent, ils demeurent ou quittent. Ça, c'est d'autres questions. Mais toute l'approche occidentale sur les conflits est toujours en réaction et ne touche jamais, selon moi, pour des conflits. L'isolation du Mali au niveau régional, super bonne question, je me la pose moi-même, je n'ai pas de réponse, mais je pense qu'effectivement, ça pourrait coûter, mais là, le Burkina nous dit peut-être autre chose, ça pourrait être l'inverse, il pourrait avoir un genre d'effet, entre guillemets, domino, je ne sais pas. On en reparlera de la question méthodologique, je la vois un petit peu autrement, mais pas que je suis en désaccord, pas du tout, mais il y a aussi, oui, Bamako, à un moment donné, les premières années, j'allais là, il n'y avait personne, là, à un moment donné, c'était la porte tournante. On allait voir le même tout le temps, effectivement, ça, c'est un autre problème. Mais le risque, on a différents rapports au risque, fait que ça, c'est aussi une question personnelle. Puis après, par contre, selon moi, c'est une question méthodologique. Quel type de données avez-vous besoin pour répondre à quelle question? Et là, si votre question de recherche vous demande des données de terrain dans des milieux très risqués, là, c'est sûr que c'est une autre affaire parce que vous mettez vous à risque, mais aussi les gens potentiellement que vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est trop rapide comme réponse, mais... Et merci énormément à toutes et à tous de votre